Seth, je suis très excité pour ça. Nous allons parler de cela et la stratégie. Nous allons parler de toi. Tu sais quelle est ma chose préférée à ton sujet? Ce que je préfère chez toi, c'est que tu prends un concept que les gens pensent comprendre très bien. Et puis tu le renverses et tu le peins sous un tout autre jour et à travers une toute autre lentille. Et ensuite, les gens doivent réapprendre cette chose de la bonne manière, de la manière qu'ils n'avaient peut-être pas vue sous cet angle auparavant. Je pense donc qu'il est vraiment important d'entamer cette conversation avec une question très simple, mais très importante, à savoir qu'est-ce que la stratégie? Fixons la référence. Si facile à passer outre. Si facile de prétendre que les tactiques sont notre stratégie, ou que faire notre travail est notre stratégie, ou que l'espoir est notre stratégie. La stratégie est une philosophie de devenir. C'est être honnête sur qui c'est pour et ce que c'est pour le changement que nous cherchons à faire. Cela implique de voir les systèmes autour de nous et de choisir un chemin qui n'est pas inutilement difficile. Si vous obtenez déjà tout ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin d'une meilleure stratégie. Mais la plupart des gens que je connais ne sont pas dans cette catégorie. Quand vous trouvez une stratégie élégante, quand le vent est dans votre dos, quand vous construisez les réseaux qui vous soutiennent, tout devient plus facile. Alors pourquoi les gens parlent beaucoup de stratégie dans le contexte militaire et même de commandement et de contrôle? C'est un peu la stratégie d'antan, la stratégie d'autrefois. Pourtant, je la vois, je ne pense pas que les gens aient vraiment évolué. Quelle est leur interprétation de la stratégie? Alors comment voyez-vous quand vous écrivez même un travail comme celui-ci? Il y a évidemment une raison pour laquelle vous avez choisi de vous concentrer dessus. Que voyez-vous sur le marché en 2024? Nous le maintiendrons d'actualité jusqu'en 2025, jusqu'à votre prochain livre. Quel est selon vous le plus gros problème sur le marché concernant la façon dont les gens interprètent ce qu'est une stratégie? Liberté. Donc, dans les années 50, la Harvard Business School a formé des personnes qui ont pris toutes les décisions, comme les Fortune 500. Entre eux et les généraux, ils dirigeaient tout. La personne moyenne n'avait pas besoin d'une stratégie parce que la personne moyenne n'avait pas beaucoup d'options. Mais maintenant, le nombre d'options que nous avons, du podcast que nous écoutons, au travail que nous allons faire, au logiciel que nous allons utiliser pour faire ce travail, aux clients que nous servons, cette énorme liste de choses parmi lesquelles nous pouvons choisir. Et c'est quelque chose à propos de quelque chose d'aussi apparemment bénin que la finance personnelle. J'étais sur un parking il y a peu et j'entends cette femme dire à son ami « Je viens de faire mon dernier paiement de voiture. J'achèterai une nouvelle voiture la semaine prochaine? » Eh bien, ce n'est pas une bonne stratégie pour avoir de l'argent à la banque. C'est la stratégie de quelqu'un d'autre qui vous séduit pour vous faire prendre une mauvaise décision. Multipliez cela par tout le levier que nous avons maintenant, tous les choix que nous avons maintenant, soit quelqu'un va appliquer sa stratégie sur vous, soit vous allez construire votre propre stratégie pour vous aider à obtenir ce dont vous avez besoin. Et quand nous y pensons, parce que l'audience est remplie d'entrepreneurs, si vous pensez à une stratégie de mise sur le marché, nous essayons de trouver l'adéquation produit-marché et nous essayons de trouver nos 50 premiers clients, nous essayons de valider ce que nous construisons. Qu'est-ce qui est juste à ce sujet et qu'est-ce qui est faux parce que la définition très normale de la stratégie qu'un entrepreneur me demande, que dois-je faire pour commencer cela? D'accord, eh bien, ça a l'air génial. Est-ce que je suis ma propre stratégie ou celle de quelqu'un d'autre? Non, non. Cela incarne en réalité une énorme quantité de perspicacité dont la plupart provient de Steve Blank, qui est de votre entreprise, si vous démarrez une entreprise pour 50 personnes ou 10 personnes. Si vous n'obtenez pas de traction de leur part, vous devriez recommencer. Faites un meilleur produit. La plupart des entrepreneurs que je rencontre ne le comprennent pas. Ils sont comme « je dois faire passer le mot ». Qui puis-je arnaquer? J'ai besoin de votre aide pour promouvoir mon projet Kickstarter sur votre blog. Cela m'aiderait beaucoup. C'est une pensée de loterie. Cela dit, ce sur quoi je travaille est si difficile et si important, tout le monde en a besoin. J'ai donc rencontré Sergey Brin lorsque Google était très jeune. Et il a dit, chez Google, nous ne faisons aucune sensibilisation, aucune promotion du tout. Donc la raison est simple. Chaque jour, Google s'améliore un peu plus. Plus il faut de temps à quelqu'un pour découvrir Google, mieux ce sera le moment venu.
et nous allons construire cette organisation entière pour satisfaire les 2000 utilisateurs que nous avons actuellement. Car s'ils l'apprennent, ils le diront aux autres. C'est une stratégie. C'est une stratégie qui était impossible en 1966 et c'est une stratégie qui semble évidente aujourd'hui, mais beaucoup de gens restent coincés avec cette mentalité. Le marketing comporte beaucoup de stratégies quand on le fait bien et quand on le fait mal, on dérange constamment. Je vois comment toutes les pensées, les thèmes et les idées que vous avez commencent à se fusionner parce que maintenant vous avez vos 1000 vrais fans et maintenant maintenant tout cela se mélange ensemble. Vous avez mentionné un point intéressant quand vous pensiez. La stratégie est une philosophie de devenir. Je trouve cette ligne très unique. Pouvez-vous expliquer un peu ce que cela signifie? Après mon diplôme d'école de commerce, mon seul objectif était de trouver un emploi. Et j'ai réalisé que si je sortais juste pour trouver un travail, j'allais être un pion dans le système. J'ai dû réfléchir à qui je voulais devenir. Et une fois que je savais qui je voulais devenir, alors le travail que je devais prendre devenait plus clair. Ma stratégie était de trouver un emploi, quel qu'il soit, dans l'entreprise ayant la croissance la plus rapide. Parce qu'une entreprise en pleine croissance va m'exposer à plus de flux d'affaires, plus d'opportunités et plus de responsabilités. Donc, une fois que j'aurai terminé ce travail, je serai dans une situation différente que si j'avais simplement obtenu un emploi payant 10 fois plus dans une banque commerciale traitant des paiements. Eh bien, la plupart de mes camarades de classe n'avaient pas de stratégie. J'ai de la chance. Il se trouve juste que j'ai réalisé que j'en avais besoin parce que j'avais trop de choix. Donc, encore une fois, nous revenons à cette philosophie qui dit « Je ne suis pas un pissenlit qui se fait emporter par le vent. Je veux vraiment aller là-bas. Voyons comment faire cela. Je peux me tromper, mais au moins j'aurai un point de vue. » Et vous ressentez cela. Je veux dire, j'ai interviewé des tonnes d'entrepreneurs, mais vous faites cela beaucoup plus longtemps que moi. Et vous ressentez que les gens, ce n'est pas seulement les entrepreneurs, c'est dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Vous ressentez qu'il y a beaucoup d'errance, beaucoup de vagabondage sans but. Pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons été endoctrinés. Depuis la première année d'école, on ne nous pose jamais de questions sans en connaître la réponse. Et tous les retours sont « Avez-vous obéi? Avez-vous conformé? Avez-vous respecté la norme? » Après 20 ans, ils nous lâchent dans le monde en nous disant de faire nos propres choix. Mais ils ne nous ont jamais entraînés à faire des choix. Il n'est donc pas surprenant, même dans la Silicon Valley où j'habitais, même à Flatiron où j'étais un associé de capital risque honoraire apparemment au plus haut niveau, tout le monde attend un guide. Chez Techstar, les personnes qui passent par cet incubateur mémorisent leur discours. Et ils riment toujours et sont exactement structurés parce qu'il est plus facile d'en prendre un sur l'étagère que de réfléchir profondément à pourquoi vous êtes même là. Alors, les personnes qui sont entreprenantes, ce sont les personnes qui, qu'elles le fassent intuitivement ou qu'elles le recherchent, comme vous l'avez mentionné, ce sont les personnes qui définissent leur propre stratégie. Maintenant, vous avez effectivement mentionné, vous pouvez commenter cela parce que c'est intéressant, l'état d'esprit de quelqu'un qui construit et prend des risques par rapport à quelqu'un qui veut simplement un playbook prêt à l'emploi. Mais je veux aussi comprendre ce que cette personne fait intuitivement ou volontairement qui lui permet de créer quelque chose qui peut réussir, qui peut attirer en dehors de la chaîne de montage. Eh bien, vous avez dit quelques mots qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Le premier est intuitif. Une stratégie intuitive ne peut pas être améliorée parce que vous n'en parlez pas. Donc, une raison principale pour laquelle j'en ai fait un livre et non un article de blog, c'est que c'est une invitation pour les gens à en parler. Si vous ne parlez pas honnêtement de votre stratégie avec vos pairs, elle ne s'améliorera jamais. Selon moi, les entrepreneurs ne prennent pas de réels risques. Je pense que les personnes qui font ce que leur patron dit prennent des risques, car lorsque vous lisez à propos des licenciements, ils avaient 15 000, 25 000 personnes à la fois qui perdèrent leur emploi et qui étaient très obéissantes. Ce que font les entrepreneurs, c'est qu'ils équilibrent et encadrent le risque de sorte qu'il ne semble pas risqué parce que les parties qui dépendent d'eux sont sous leur contrôle, qu'ils ont une approche de portefeuille. Quand j'étais emballeur de livres,
Je proposais un livre par semaine et en fabriquais un par mois. Et presque tous les livres que j'ai proposés ont été rejetés. Mais je savais que le coût d'un rejet était minime. Cela me coûtait 5 $ en timbre, comparé à l'avantage lorsque j'en obtenais un qui fonctionnait. Je ne pense pas que ce soit risqué. Je pense que c'est plus risqué de demander au patron « Que voulez-vous faire aujourd'hui ?» Nous n'avons réalisé aucune vente. Je ne veux pas dire endoctriner, mais j'ai l'impression que c'est la conclusion à laquelle vous devez arriver. Le système éducatif endoctrine les gens. Et le cadre dans lequel je viens de mettre ceci est que les entrepreneurs sont risqués. C'est de l'endoctrinement issu du système éducatif. Ouais. Quand quelqu'un veut sortir du moule, donc tu parles de fils de stratégie. Tu mentionnes 4 composants, le temps, les jeux, l'empathie et les systèmes. Peux-tu expliquer un peu à quelqu'un qui écoute ceci ou comme « Oui, j'ai l'impression que je veux ». Cela résonne beaucoup avec moi, mais je n'ai pas de guide pour cela parce que c'est ce qu'il recherche. Je n'ai pas de guide pour cela. Alors, quel est le conseil pour cette personne? D'accord. Alors, décomposons cela en morceaux. Commençons par le temps parce qu'il est invisible et tellement important. Vous avez l'un des podcasts les plus importants au monde. Lorsque vous avez lancé votre podcast la première semaine, combien d'auditeurs aviez-vous? Ma mère. Oui. Quiconque dit la vérité ne choisit pas un nombre supérieur à 10, n'est-ce pas? Alors, comment cela s'est-il passé? Jour après jour, goutte après goutte, tu paries sur le temps. Tu as dit, si je continue à planter cette graine puis cette graine, et que je les arrose et les fertilise et continue à le faire, alors j'arriverai là où je vais. Le temps doit être vu, afin d'avoir une stratégie. Comment prévoyez-vous que le temps se déroule? Nous obtenons tous demain une foi, qu'allez-vous en faire? Le numéro 1, suivi par les jeux en deuxième position. Les jeux sont toute activité où il y a un résultat, des règles, des joueurs. Et si vous l'appelez un jeu, vous pouvez utiliser la théorie des jeux et vous n'avez pas à vous prendre trop au sérieux, n'est-ce pas? Avant de lancer la bande, nous parlions de faire un épisode d'Halloween où nous éteindrions les lumières pour une ambiance effrayante. Et il est facile d'en parler, car même si nous le faisions, le risque serait 1 heure de notre temps. C'est un mouvement. Son échec ne signifie pas que nous sommes mauvais. C'est parce que notre mouvement n'a pas fonctionné. Donc, lorsque nous approchons les marchés, nous devons avoir une théorie des jeux en tête. Si je fais ça, alors qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, alors qu'est-ce qui va se passer? Le troisième est l'empathie. L'empathie, je ne parle pas de cette gentillesse. Je parle de réaliser que vous n'avez pas de pouvoir. D'autres personnes ont du pouvoir. Ils ont le droit de dire oui. Les clients ont le droit de vous choisir et d'acheter chez vous. Donc, la seule façon que cela se produise est si vous leur proposez quelque chose qu'ils veulent. Vous n'êtes pas eux, mais vous devez penser comme si vous l'étiez, sinon ils diront non. Trop souvent, les entrepreneurs qui ont énormément travaillé, peut-être dépassés ou endettés, affirment que celui-ci est important. Faites-le parce que je l'ai dit. Et cela ne fonctionne jamais. Et le quatrième est les systèmes. Et les systèmes sont partout autour de nous. Ils sont invisibles et incroyablement puissants. Mon exemple préféré est le complexe industriel du mariage, qui est tout un système. Quel est le bon montant à dépenser pour un mariage? Et la réponse est exactement autant que votre meilleur ami plus $1. Voilà pourquoi les mariages coûtent désormais 100 000 $, car le système ne fonctionne que dans un sens. Et les systèmes sont basés sur des réseaux. Ils sont basés sur la culture. Les systèmes aiment se défendre, alors ils construisent une culture pour se défendre. Et au cœur, ils ont le statut et l'affiliation qui les maintiennent en mouvement. Et vous êtes voyez par le système, vous ne pouvez pas danser avec lui. Vous ne pouvez ni travailler avec lui, ni le changer. Cela peut être une question trop simpliste et dites-moi si c'est le cas, mais pensez-vous qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 de ces éléments qui devraient être le focus principal lorsqu'une personne construit quelque chose de nouveau ou devrait-elle se concentrer sur les 4 simultanément? Je pense que cela dépend de ce que vous construisez. Donc, si vous êtes parent, le temps est le facteur dominant car cet enfant sera différent demain. Si vous construisez une école primaire, le temps intervient dans de nombreux domaines. Vous allez avoir les enfants pendant des années. Le bâtiment va durer des années.
vous ne construisez pas une école pour aujourd'hui. Ce n'est pas un festival. C'est une école. En outre, la technologie est dominée par les systèmes. Vous avez le système de la loi de Moore qui dit « pariez simplement que la bande passante va devenir moins chère. Les connexions vont devenir plus rapides. Les puces vont devenir moins chères. » Alors, il y a 10 ans, lorsque les gens ont commencé à travailler sur les masters en droit et l'IA, le monde ne pouvait pas le supporter, mais vous pouviez parier sur le changement du système. En tant qu'entrepreneur créatif, pour moi, les jeux sont souvent en haut de la liste parce que j'aime voir comment les pièces s'assemblent. Alors, quand j'ai inventé le marketing par email, il y a toutes ces années, je l'ai fait parce que je voyais un jeu qui pouvait être joué. Et puis l'empathie est présente tout au long de cela parce que tôt ou tard, quelqu'un d'autre doit faire face à vous. Il y a des milliardaires dans le monde qui n'ont aucune empathie et nous les voyons s'autodétruire sous nos yeux parce qu'ils ont un tel ego et tellement d'argent qu'ils ne se soucient de rien, mais c'est fragile. Ça ne reste pas longtemps. Je suis vraiment content que vous ayez dit cela parce que quelqu'un regarderait un milliardaire qui s'autodétruit et dirait « Eh bien, ils ont réussi. Ils ont encapsulé une sorte de stratégie. » Alors, comment pouvez-vous me dire que vous avez besoin d'empathie parce que regardez ce qu'ils ont fait? Mais cela nous amène en fait à quelque chose que vous avez dit juste quand nous avons commencé. Et je pense que c'est ce que nous essayons de construire. Une stratégie élégante, pas seulement une stratégie, mais une stratégie élégante. Et vous n'utilisez pas les mots juste par hasard. Alors, que signifie une stratégie élégante? Et parlez à cette personne qui a l'impression qu'un de ces 4 composants n'est pas nécessaire. Oui, donc une stratégie élégante est la plus efficace, la plus facile à long terme pour avancer. C'est une où les systèmes dansent avec vous et vous dansez avec les systèmes. Voici donc une histoire que je viens d'apprendre. C'est fantastique. Les pommes de terre ont été découvertes au Pérou. Les pommes de terre ont été découvertes par des Européens au Pérou. Et les pommes de terre sont l'un des moyens les plus extraordinairement efficaces de nourrir un être humain. Elles sont arrivées en Europe à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Et ils avaient un gros problème, c'est qu'ils étaient de basse statut. Ils venaient de loin, de personnes qui étaient considérées comme moins sophistiquées que les colonialistes. Et ils étaient presque interdits en Angleterre et ils étaient interdits en France. Et la raison pour laquelle ils étaient interdits en France est qu'il y avait une théorie selon laquelle les aliments ressemblaient à la partie du corps qu'ils soutenaient. Vous devriez manger des noix pour la santé du cerveau, car elles ressemblent à de petits cerveaux. Et personne n'avait jamais vu de pommes de terre auparavant, et ils ont regardé la pomme de terre et ils ont dit « Les pommes de terre ressemblent aux doigts de quelqu'un atteint de lèpre. Ne mangez pas de pommes de terre, sinon vous risquez d'attraper la lèpre. » Et donc, il n'y avait pas de pommes de terre en France. Et cet entrepreneur qui voulait apporter des pommes de terre à son pays a vu qu'il avait un problème. Maintenant, nous pouvons penser à 1000 façons peu élégantes de résoudre ce problème. Il a réalisé que le seul problème de la pomme de terre était son statut peu élevé. À cette époque, les personnes de haut statut fixèrent l'agenda. En France, en 1600, les ventes signifiaient généralement de l'argent. D'accord. La première chose qu'il a faite est qu'il a obtenu un accès à Marie-Antoinette et lui a offert un bouquet de fleurs de la plante de pomme de terre qu'elle a porté dans ses cheveux, ce qui a créé une petite sensation. Mais la deuxième chose cool qu'il a faite, à quelques kilomètres de Versailles, il a obtenu une ferme et y a planté des pommes de terre. Et puis, il a placé des gardes armés tout autour du terrain. Les gardes surveillaient les pommes de terre toute la journée. Et puis la nuit, ils rentraient chez eux et il n'y avait pas de quart de nuit. Alors les gens du coin, voyant cette chose précieuse, se sont faufilés et ont volé les pommes de terre. Et la prochaine chose que vous savez, beaucoup de gens mangent des pommes de terre. C'est une stratégie élégante. Pas besoin de pub du Super Bowl pour ça. Il suffisait simplement de comprendre où dans la culture, il y avait des points où vous pouviez créer de la tension et changer l'opinion des gens. Trouvez-vous que plus souvent qu'autrement, encore une fois, avec tous les entrepreneurs que vous étudiez et avec qui vous parlez, nous avons tendance, pour une raison quelconque, je suis sûr que vous l'avez compris, à avoir toutes ces stratégies peu élégantes, ces stratégies trop compliquées? Ah oui, il y a un tas de raisons.
La première est défensive, c'est-à-dire que si nous disons à quelqu'un la simple vérité, il pourrait nous rejeter, et alors nous n'aurions rien. Si nous disons « Eh bien, c'est vraiment compliqué », alors nous avons toujours la possibilité de mettre à jour notre histoire pour eux. Et la deuxième raison est que personne ne sait ce que nous faisons mieux que nous. Par manque d'empathie, nous insistons pour qu'ils sachent ce que nous savons, pensant qu'ils comprendront alors la blague. Mais ils ne sauront jamais ce que nous savons. Nous devons trouver le moyen d'aller à leur rencontre, au lieu d'attendre qu'ils viennent à nous. Quand vous regardez, donc vous parlez beaucoup du désir humain et de la compréhension des humains et de ce qu'ils veulent et de ce dont ils ont besoin. Nous avons donc établi les 4 principes d'une bonne stratégie. Comment cela joue-t-il, je suppose, dans le composant du désir humain, le composant empathie, afin que notre stratégie résonne réellement parce que nous avons compris les pièces que nous devons comprendre. Mais la deuxième partie d'une stratégie est toujours le client, l'humain, le consommateur. La meilleure chose que vous pouvez entendre d'un client est « Oh, j'avais raison depuis le début ». Donc Google n'a pas persuadé les gens de rechercher sur Internet. Ils ont dit que c'était comme Yahoo, mais bien plus simple et rapide. Donc toutes les personnes qui attendaient quelque chose de plus simple et plus rapide ont dit « Oh, super! J'avais raison depuis le début et je n'ai pas à en démordre ». Si vous perdez du temps à discuter avec les non-croyants, vous avez choisi les mauvaises personnes, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui vont lire le journal en version papier jusqu'au jour de leur mort. Cessez de tenter de les convaincre de changer. Il y a d'autres personnes qui ont dit pour toujours « Ah, maintenant, je peux lire ça dans le métro. J'aurais aimé avoir, maintenant j'ai ça. » Trouvez les personnes qui veulent déjà le résultat de ce que vous fabriquez, mais qui ne savaient pas que ce que vous fabriquez les aiderait à obtenir cela. Quand tu le dis, ça prend tout son sens. Cela fait partie intégrante de la stratégie marketing du podcast et c'est très intelligent. Cela a tellement de sens. Quand je fais de la publicité pour ce podcast ou que je fais une promotion croisée, je suis plus enclin à faire de la publicité sur un autre podcast et sur une newsletter. Parce que je n'ai pas besoin de convaincre les gens d'aimer les podcasts et ensuite d'aimer le mien ou d'adorer les podcasts et d'adorer le mien. J'ai juste besoin de personnes qui aiment déjà les podcasts pour être conscient que j'existe. Et c'est tout. C'est si simple. Oui. Donc, si nous y pensons, les émissions qui étaient les plus populaires à la télévision pendant les jours de gloire des années 60 et 70, elles avaient tendance à être la deuxième ou la troisième émission préférée de beaucoup de gens, pas l'émission préférée de quelques personnes, parce que ce que tu dis, c'est pour les gens qui vont regarder quelque chose à la télévision jeudi soir, voici ce que c'est. Dans un monde à longue traîne où il n'est plus nécessaire d'avoir 70 millions de téléspectateurs, cela devient encore plus simple, n'est-ce pas? Et donc, bien sûr, une marque comme Patagonia a des croyants véritables dans le monde entier, mais ils ont aussi grandi parce qu'ils ont obtenu l'épaule de ce marché. Les gens se disent « Oh oui, cela rendrait ma vie un peu meilleure si je pouvais ajouter un peu de Patagonia à mon carquois », mais ils n'essayent pas de persuader quelqu'un qui cherche une polaire à 9 $ sur Amazon de se retourner et d'acheter un chèque Patagonia de 200 $. Maintenant, une autre chose que je trouve intéressante, lorsque vous parlez de système, les systèmes peuvent sembler insinuer, nous trouvons des moyens par lesquels le monde existant fonctionne, et nous construisons quelque chose dans cela. Mais pour dessiner une idée différente et pour les comparer en quelque sorte, alors nous devons équilibrer l'innovation, parce que les gens innovent toujours. Existe-t-il un monde où ces deux éléments coexistent simultanément? Pour cet entrepreneur qui souhaite construire des systèmes existants et monter une entreprise pour les servir, cela a beaucoup de sens. Mais je veux aussi innover et créer un océan bleu, pas un océan rouge. Il y a quelque chose à propos des systèmes qui les rendent résilients. La première est que l'effet réseau est incroyablement puissant. Et l'effet qui dit que cela fonctionne mieux si je le dis à tout le monde et qu'ils me rejoignent est la façon dont presque tous les succès sur Internet se sont produits. Deuxièmement, il y a l'interopérabilité. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde avec votre diplôme de Harvard. Et ils comprendront ce qu'est un diplôme de Harvard. Nous n'allons donc pas renverser le complexe industriel universitaire en un an. Ce que vous pouvez dire, c'est que les personnes qui s'engagent dans le complexe industriel universitaire, pourquoi le font-ils et que veulent-ils? Qu'est-ce qui manque à ce complexe que lorsque je le branche, non seulement j'en bénéficie, mais le système en bénéficie aussi, n'est-ce pas?
Donc l'enquête du United States News and World Report, qui est ridicule, est une bonne affaire parce qu'elle s'est connectée à un système existant, n'est-ce pas? Ce que le système a, c'est la gravité, et la gravité, c'est la partie invisible. Donc, Dockers a dit, quand Levi's voulait se développer en dehors des jeans, ils ont dit, vous savez quoi? Un grand nombre de personnes achètent un costume ou une robe complète pour aller travailler. Nous ne serons pas en mesure de persuader les entreprises du monde entier d'arrêter de faire cela. Mais savez-vous ce que nous pourrions être en mesure de faire? Nous pourrions être en mesure de réaliser que ce système très puissant, cherche un moyen de paraître sympathique à une nouvelle génération. Alors créons le vendredi décontracté. Le vendredi décontracté est une façon pour un cabinet d'avocats de feindre l'intérêt pour ses employés. Et parce que les gens veulent un guide, dès que le vendredi décontracté est inventé, ils vont tous regarder autour d'eux et dire « Nous allons tous porter la même chose le vendredi décontracté parce que nous avons peur de nous montrer trop décontractés. » Et Dockers était prêt avec eux pour les pantalons kaki et autres. Et une fois que le vendredi décontracté a été instauré, alors la proposition pour le mercredi décontracté n'était pas si difficile. Et puis rapidement, le costume et la cravate avaient disparu. Donc cette réflexion, pourquoi les gens perdent-ils du temps en réunion? Zoom n'a pas résolu ce problème. Zoom est arrivé et a dit, si vous allez perdre du temps en réunion, c'est un résultat similaire, mais c'est moins cher et plus facile. Et donc ils n'ont pas changé la culture des réunions, ils se sont simplement présentés pour le système qui était prêt pour eux et l'ont amplifié. Alors c'est vrai? Juste pour que je comprenne, donc la véritable innovation est dans la plupart des cas déjà intégrée dans les systèmes existants. C'est Juste... très intéressant. Y a-t-il... Oui, vas-y. Eh bien, alors que nous enregistrons ceci, la dernière centrale à charbon en Grande-Bretagne est fermée après 145 ans. Ils ont inventé les centrales à charbon et la dernière vient de disparaître. Et les centrales à charbon ont innové pendant très longtemps et maintenant elles ont été remplacées par le solaire et tout le reste. Mais que veut le capitalisme? Il ne veut pas brûler du charbon, il veut de l'énergie bon marché, c'est ce qu'il veut. Donc l'innovation est une autre façon de leur vendre ce qu'ils voulaient au départ. Je comprends. Donc, la leçon pour les entrepreneurs qui veulent innover, ils cherchent vraiment juste la meilleure façon de le formuler. Ce ne sont pas des lacunes. Lacune semble être le mot incorrect. C'est une réinterprétation des systèmes existants. C'est revenir au principe de base. Que veut une mariée, n'est-ce pas? La mariée ne veut pas d'un cheval et d'une calèche. La mariée veut la façon dont cela la fait se sentir de voir l'éclat dans les yeux de sa demoiselle d'honneur, n'est-ce pas? C'est le sentiment qu'elle veut. Elle veut se sentir en sécurité. Elle cherche à se sentir supérieure. Cela n'a pas changé en 3 millénaires. Mais si vous inventez une nouvelle façon de faire cela, comme lâcher des ballons à la fin du mariage, vous n'avez pas changé ce que la mariée veut. Vous avez simplement changé la manière dont elle l'obtient? Y a-t-il un moyen, lorsque vous comprenez ce concept, y a-t-il un moyen lorsque vous examinez les opportunités pour les entrepreneurs, comment identifiez-vous ces choses? Cela semble si intuitif et si simple, et le bon sens n'est généralement pas commun. Mais quand vous dites « ampoule », cela a tellement de sens. Mais comment fait-on pour construire quelque chose de nouveau? Le font-ils? Ou ont-ils cela? Comment réinterprètent-ils? Je suppose que je dois comprendre l'industrie incroyablement bien, en gros. Alors peut-être. Je pense que nous avons omis la dynamique de la théorie des jeux de la différence entre une bonne idée et une bonne entreprise. Il y a donc beaucoup d'idées, comme le smiley qui était une bonne idée qui s'est transformé en emoji, mais cela n'a jamais été une bonne affaire. J'ai écrit le premier livre sur les smileys, vous savez. J'ai gagné 4000 $. Ce n'est pas une bonne affaire parce que vous ne pouvez pas la posséder. C'est juste une idée, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne affaire de dire que le service d'incendie local devrait faire un pique-nique le 3e mardi de juin. Donc, une partie de ce que nous recherchons en tant qu'entrepreneur n'est pas seulement « est-ce une bonne idée ?», mais y a-t-il quelque chose dans cette idée que je peux posséder? Y a-t-il quelque chose dans cette idée qui crée un effet de réseau qui est le mien, dont je peux être le centre d'une nouvelle chose, d'une nouvelle dynamique qui sera créée?
Donc, la plupart des idées que vous proposez, vous devez les rejeter parce que ce sont de mauvais jeux où votre coût ne va pas payer. Et quelqu'un allait construire MailChimp et ce ne serait pas moi parce que je comprenais à quoi ce jeu allait ressembler. Ça allait être brutal pendant longtemps pour sortir de l'autre côté parce que c'est une commodité, un service d'envoi de courrier. Vous devez atteindre une certaine échelle avant que l'échelle ne soit rentable. C'est donc une façon détournée de dire qu'il y a beaucoup d'interprétations avant que cela ne devienne une bonne affaire. Mais avant cela, je ne pense pas que vous devez vraiment bien connaître l'industrie. Je pense que ce que vous devez faire, c'est être alerte lorsque vous voyez un système et poser de bonnes questions. Qui bénéficie de la maintenance et de l'existence de ce système? Non, personne dans le système n'est maléfique, mais tout le monde dans le système fait son travail, et c'est ce que le système produit. Si je peux comprendre ces dynamiques, je suis plus susceptible de pouvoir trouver un moyen d'aider ce système à obtenir ce qu'il veut. Je comprends. Vous évoquez le concept de choisir votre public. Je pense que c'est aussi un concept très intéressant et je n'ai jamais entendu dire qu'une entreprise était définie comme le choix de votre public. C'est généralement vous choisissez le produit et ensuite vous trouvez le public pour ce produit. Peut-être que c'est la mauvaise façon de le faire. Alors, que signifie choisir votre public? Oui, la bonne façon de le faire est lorsque vous choisissez vos clients, vous choisissez votre avenir. Donc, si vous, par exemple, créez un podcast qui plaît aux adolescents de 14 ans qui sont très influencés par les modes passagères et qui ne vont pas rester très longtemps, vous feriez mieux de faire un podcast qui est d'accord avec ça et vous ne serez probablement plus là dans 5 ans parce que c'est ceux que vous avez choisis, n'est-ce pas? Si vous décidez d'ouvrir une bijouterie qui s'adresse à des veuves extrêmement riches, vous feriez mieux d'embaucher une force de vente prête à passer du temps avec elles et à fixer les prix de tout de manière appropriée pour payer l'ensemble. Si vous choisissez une entreprise avec, vous savez, à l'époque où Sears Roebuck est passé du catalogue au magasin, ils ont instauré une garantie de remboursement et c'était sans poser de questions. Mais à mesure qu'ils ouvraient de plus en plus de magasins, en particulier dans des zones où les revenus n'étaient pas aussi élevés, les gens achetaient un ensemble complet de meubles au début de janvier, organisaient une fête pour le Super Bowl, puis le rendaient tout. Parce que c'est ce qu'ils proposaient. Ils s'adressaient à des gens qui trouvaient cela drôle ou intelligent et promettaient qu'ils pourraient récupérer leur argent. Donc lorsque vous choisissez vos clients, vous choisissez votre avenir. Si vous choisissez un groupe de clients et que vous les ravissez et qu'ils sont impatients de vous voir réussir, ils en parleront aux autres parce que cela les aide. Alors vous êtes sur la bonne voie. Mais nous choisissons souvent les clients faciles au détriment de ceux dont nous avons vraiment besoin. Sur cet exemple particulier, je suis très curieux de savoir pourquoi Costco, avec la même politique de retour, où les gens trouvent encore amusant de retourner une plante morte 5 ans plus tard, quoique ridicule, vous voyez ces choses sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette politique a-t-elle fonctionné pour Costco? Je dirais quelques raisons, et je ne suis expert en rien de tout cela, mais quelques-unes des raisons sont les suivantes. D'abord, la mascarade d'adhésion modifie la vision des gens sur leur environnement d'interaction. Le simple fait d'être membre de Costco crée un coût irrécupérable et vous place dans leur équipe. Deuxièmement, Costco fait principalement des affaires dans des grands magasins avec d'immenses parkings en banlieue, avec des gens qui conduisent des véhicules utilitaires sport de luxe. Votre statut auprès de vos voisins diminue si vous achetez un objet à 3 000 $, l'utilisez pendant 3 jours, puis le retournez et vous en vantez. Cela ne fait pas augmenter votre statut, mais le diminue. Et ce n'est pas une question socio-économique, c'est simplement une question culturelle liée au quartier. Et c'est une zone délicate à envisager. Mais qu'est-ce que vous normalisez? Qu'est-ce que vous célébrez? Quel est le statut et l'affiliation qui sont proposés que les gens veulent embrasser? Et il est tout à fait possible que l'égoïsme aurait pu saper Costco, et je me tromperais, mais je pense que la combinaison de ces petites choses a créé un volant d'inertie qui a fait que des gens comme nous font des choses comme ça.
signifie que nous ne voulons pas de... Vous aviez donc réellement la réponse, je pense. C'est une parfaite illustration de votre point de vue. Il y a deux entités distinctes avec une nuance dans leur mode de fonctionnement en tant qu'entreprise, bien sûr. Mais les politiques de retour sont quelque peu identiques, mais ils ont choisi différents ensembles de clients et différents, et ensuite il y a un résultat différent, un résultat radicalement différent. Je veux dire, si nous regardons Costco donc. Ouais, je veux dire, Sears avait tellement de très gros problèmes, mais leur plus gros problème était, et j'ai travaillé avec eux un peu, et mon bon ami là-bas pendant longtemps. Ils voulaient servir tout le monde. Et vous devez juste être capable de dire « Désolé, vous ne pouvez pas revenir. Désolé, ce n'est pas pour vous. Je sais ce que vous voulez. Nous ne l'avons pas. » Si vous ne pouvez pas dire ces choses, il est presque impossible de construire une grande organisation. La dernière chose, juste avant, dont je veux parler, parce que vous soulevez des histoires vraiment intéressantes sur l'éthique et les considérations éthiques, ce que je trouve fascinant. J'ai en fait appris qui était le monsieur dont j'ai appris à lire. Il était responsable de tout. The New York City, Thomas Migley. Merci d'avoir partagé cette histoire que je ne connaissais pas. Seconde, mais les entrepreneurs et les personnes qui écoutent l'émission aiment les plans. Vous avez un plan et ensuite vous avez 17 questions que vous voulez vous poser. Vous n'avez pas à passer par toutes les 17 questions car ils peuvent obtenir le livre et je ne vais pas tout donner ici. Mais quel est l'exercice, le plan, au moins un peu de celui-ci pour que les gens puissent commencer à conceptualiser le travail qu'ils doivent faire pour construire une bonne stratégie, pour construire une bonne entreprise, pour déterminer le bon public. Il y a donc plus de 500 questions dans le livre. Je l'avoue, je ne les connais pas par cœur. Ce que je vais dire, le livre allait s'appeler « Le plan », car j'étais tellement touché par tout ce que le révérend Martin Luther King Jr. a fait. Mais il a donné un discours vers la fin de sa vie à un groupe d'élèves de lycée à propos du plan, et ce discours est dans le livre. Et ce qu'il soutient, c'est que tout le monde va rencontrer un ralentissement. Tout le monde va trouver quelque chose qui ne fonctionne pas comme il l'espère. Si vous vous laissez simplement porter, cela va énormément perturber les choses. Mais nous ne construisons pas un bâtiment sans un plan, et nous ne devrions pas construire une vie sans un plan. Alors ce que nous cherchons, c'est pour qui est-ce? Mais c'est pourquoi? Quel est le changement que je cherche à faire? Les systèmes sont-ils alignés avec moi ou contre moi? Qu'est-ce que je dois investir? Les choses dans lesquelles j'investis vont-elles augmenter en valeur? Vais-je intégrer de la résilience dans mes actions pour m'adapter aux changements du monde? Et la plus grande leçon que je donnerais à la personne typique d'une petite entreprise est que si vous avez déjà essayé de démarrer un feu de camp, vous savez, n'essayez pas de brûler une bûche plus grande que le petit bois que vous avez à disposition, parce que lorsque vous manquez de petits bois, vous n'avez plus de chance. Ce que nous devons faire, c'est de trouver du carburant qui peut nous donner la chance de le refaire, parce que le temps continue de payer. Très bien, très bien. J'ai une autre question avant qu'on discute. En fait, je parlais de Robert Moses, mais... Une autre personne maléfique apparaît. Ouais, il y en a deux autres. Il y en a deux en tout. Pour ceux qui veulent savoir qui est Thomas Migley, Thomas Migley a inventé à la fois l'essence plombée et les chlorofluorocarbures qui ont créé un trou dans la couche d'ozone. Il a fait les deux, tuant plus de gens que presque quiconque sur Terre. Et il ne voulait pas le faire, mais une fois qu'il l'a fait, il n'a pas reculé. Je ne connaissais pas non plus cette histoire. C'est fascinant. Donc, Robert Moses n'est pas non plus un bon gars, mais il est responsable de beaucoup de New York tel que nous le connaissons aujourd'hui. D'accord? Un instant. J'ai une autre question concernant le livre. Nous parlerons de Robert plus tard, mais je sais qu'une stratégie est tissée dans tout ce que vous faites. Je trouve cela intéressant car je veux comprendre celle que vous déployez en écrivant un livre, puisqu'il n'y a pas de chapitre quand je le lis. Comme d'habitude, je ne me rappelle pas le nombre exact. Il y en a plus d'une centaine. 197. Il n'y a pas non plus de numéro de page. Non, c'est comme si chaque chose était un petit article de blog. Alors, en parlant de toutes les différentes choses que nous venons d'improviser, pourquoi avez-vous choisi de l'écrire de cette façon? Il doit y avoir une raison qui joue dans tout cela. Il y a une raison. La pédagogie est l'étude de la façon dont nous apprenons. Et si vous pensez à comment vous avez appris à propos des légumes, je suis très confiant que votre mère n'a pas dit « Nous allons commencer par les asperges aujourd'hui et travailler notre chemin jusqu'aux zucchini en une journée ». Ce n'est pas comme ça que vous avez appris à propos des légumes.
Comme un jour il y avait des pommes de terre et un autre jour il y avait une courge. Mais ce n'était pas une leçon. Ils apparaissent simplement. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, il est devenu clair que si je ne faisais que des systèmes pour un quart du livre, puis des jeux, je ne peux pas parler de systèmes sans parler de jeux. Donc, je me suis retrouvé à parler de choses avant même de les aborder parce qu'il faut superposer pour apprendre. C'est la première chose. La deuxième chose est que j'ai une très courte durée d'attention. Et la troisième chose est que la moitié des personnes qui lisent ce livre et tous mes livres le lisent sur Kindle ou en livre audio. Donc, si vous voulez en parler, vous n'avez de toute façon pas de numéro de page. Donc, en numérotant les 297 riffs, Scott peut dire à Betty « Hey, parlons du 185 » et vous pouvez tous les deux, quelle que soit la forme que vous avez, vous en occuper. Y a-t-il une leçon pour le contenu là-dedans, si vous voulez que le contenu soit transmis, reçu et compris d'une meilleure manière? Oui, le contenu. Alors, rappelons-nous qu'avant Gutenberg, posséder une bibliothèque était l'une des choses les plus luxueuses au monde, et presque personne n'avait jamais vu un livre. Après Gutenberg, pendant des centaines d'années, les livres étaient des objets très précieux et rarement lus. Ils étaient stockés. Et ce n'est que dans les 75 dernières années que les livres sont devenus cette part très importante de la monnaie culturelle accessible à beaucoup de gens. Mais au cours des 20 dernières années, tout s'est effondré. Que Steven Spielberg ne va pas à une fête et que quelqu'un lui dit « Tu devrais être fier de moi, j'ai fini Extraterrestre », ça n'arrive tout simplement pas, comme finir un film n'est pas une grande affaire. Finir un livre, c'est une grande affaire. Nous nous contentons souvent de lire quelques articles de blog en pensant que cela suffit. Donc, si vous allez créer du contenu plus long qu'un TikTok, vous feriez mieux d'avoir une bonne raison et il vaut mieux qu'il y ait une structure autour qui encourage les autres à vouloir s'engager avec ce contenu de forme plus longue. Et j'aime trop les livres pour passer ma journée à faire des TikTok, à la recherche d'attention. Mais je suis également conscient que les chances que quelqu'un lise un tome comme nous le faisions avant sont nulles. Même les éditeurs de livres que je connais lisent avec leur téléphone à la main. Ou l'une des raisons pour lesquelles le Kindle fonctionne est que vous ne pouvez pas recevoir d'emails sur votre Kindle, parce que les emails sont comme des coups à la porte tout le temps. Donc, je pense beaucoup à la création et à la consommation de contenu. Et maintenant, avec l'IA, tout contenu médiocre ne vaut rien, parce que l'IA peut créer du contenu médiocre à la demande gratuitement à tout moment. Parlons de Robert Moses. Donc, Robert Moses, la façon dont je l'interprétais. Et si vous descendez dans le terrier du lapin, il y a beaucoup de littérature sur lui et beaucoup de gens ne l'aiment pas beaucoup. Mais peut-être me raconterez-vous l'histoire de Robert Moses et comment il a déployé une stratégie sans les considérations éthiques sous-jacentes. Et je veux dire, cela nous ramène à ce dont nous parlions, des milliardaires qui ont construit quelque chose de significatif, mais peut-être que les fondements éthiques ne sont pas là. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un qui écoute? Alors, comment apprenons-nous de... C'est effrayant d'écrire un livre sur la stratégie ou le marketing par email, car les gens risquent d'en abuser, selon Robert Moses. Et Robert Moses était un maître en stratégie. Il a construit plus d'objets visibles depuis l'espace que quiconque ayant jamais vécu et qui probablement jamais ne vivra. Et la façon dont il l'a fait, même s'il ne l'a jamais fait pour de l'argent, c'est qu'il a échangé pour le pouvoir et il a menti constamment pour créer un sentiment de coût irrécupérable, afin que les gens disent « Oh, je ne peux pas l'arrêter, autant continuer ». Il faisait des choses triviales, comme planter les piquets dans le sol et abattre les arbres avant que le projet ne soit approuvé, n'est-ce pas? Il mettait les équipes les unes contre les autres et faisait comprendre que son bateau quittait la gare ou le quai. Et si vous n'êtes pas dessus, l'autre équipe montera dessus. Et il déplaçait constamment les pièces autour du plateau parce qu'il avait plus d'informations que quiconque. Et il voyait des systèmes. Et le système sur lequel il a misé toute sa carrière était la voiture. Il disait que tout ce qui soutient la voiture aurait le vent en poupe. Et cela a fonctionné pendant un certain temps, faisant de New York l'une des plus grandes villes du monde. Et puis, cela a commencé à se retourner contre lui, car il faisait des choses comme réduire intentionnellement la distance entre les voies sur l'autoroute de quelques pieds, trop petit pour y insérer une ligne de train.
Ils sabotaient les systèmes qu'ils pensaient ne pas avoir le pouvoir de repousser, tout en amplifiant cette idée que de 1930 à 1960, la primauté des banlieues et de la voiture pousserait tant de choses en avant. Nous pouvons donc lire le courtier de pouvoir comme un avertissement pour ne pas laisser les gens nous le faire. Et nous voyons cela se produire souvent avec les industriels et les gens utilisant des techniques à la Moses pour nous tromper en nous offrant une satisfaction à court terme alors que cela va à l'encontre de nos intérêts à long terme. Et B, savoir que si nous allons utiliser ces outils, nous ne voulons probablement pas finir comme Moses l'a fait. Il a passé ces dernières années un homme brisé avec peu d'amis en disgrâce parce que tout lui est retombé dessus. Tu sais, quand je pense à l'éthique en affaires, non pas qu'elle n'était pas importante dans le passé, mais je pense que les comportements des gens sont simplement plus exposés à l'avenir. Plus nous sommes connectés, plus nous sommes visibles. Et je suis sûr que tu dois probablement encadrer des tonnes d'entrepreneurs et leur parler, et ils peuvent toujours chercher des raccourcis. Mais quel est ton conseil pour ces personnes? Il suffit de penser à l'avenir des affaires. Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de vraiment important, c'est que chaque fois qu'un nouveau média apparaît, il a tendance à amplifier certains comportements néfastes à court terme. La radio a joué un rôle crucial dans l'élection de Hitler et son maintien au pouvoir. La radio était toute nouvelle. Il a compris comment en abuser. Et les réseaux sociaux sont le prochain cycle. Mais ensuite, inévitablement, les médias se calment suffisamment pour que les personnes qui ont une réputation surpassent celles qui n'en ont pas. Ça, comme l'IA arrive, elle va rendre plus facile pour vous de mystifier, spammer et escroquer. Mais après avoir repris notre souffle et regardé autour de nous, nous réalisons que cette personne a laissé un corpus de travail. Cette personne, je sais que je peux compter sur elle. Je connais 10 personnes qui ont compté sur cette personne. Et quand nous pensons à l'audience minimale viable, même si vous ne vous souciez pas de ce que votre mère pense de vous, même si vous ne vous souciez pas de l'éthique, votre long terme, et à long terme, le long terme est assez court, sera meilleur si vous faites un travail que vous réalisez que d'autres personnes regardent. Ouais. Je pense que c'est très, très sage. Tu as raison, la technologie permet aux gens de se déplacer rapidement et de prendre des raccourcis. Mais en fin de journée, j'ai l'impression que construire des entreprises est assez stressant, sans parler de le faire incorrectement. Et je pense que les gens sont un peu myopes lorsqu'ils ne traitent pas bien leurs clients et qu'ils ne traitent pas bien leurs investisseurs. Je ne peux pas imaginer que la plupart des gens voudraient jamais exploiter une entreprise pendant une période significative avec cette pression et ce stress et que cela, eh bien, il y a des squelettes dans le placard et qui sait quand ils vont être découverts. Ce n'est pas possible de soutenir cela longtemps, sauf peut-être pour un sociopathe ou un narcissique. La plupart des gens n'en seraient pas capables. Et je ne pense pas que vous ne devriez pas, mais je pense que les gens sont un peu myopes et j'espère que vous apprenez de personnes comme Robert Moses et d'autres personnes qui ont construit des choses qui semblent impressionnantes, mais finalement, mourant seuls en disgrâce, Dieu nous en préserve en prison qui sait, mais ce n'est pas la façon de construire. Ce n'est pas une façon pérenne de bâtir. Je veux dire, regardez même Sam Bankman-Fried et FTX. Ouais, je veux dire, quand les NFT sont apparus à ma porte, je savais que je pouvais gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Et je savais aussi d'où allait venir cet argent. Des gens allaient être bloqués avec quelque chose d'invendable. Et je ne dis pas que le crypto est impossible. Je dis, choisissez vos clients, choisissez votre avenir. Si vous décidez que les partisans de ce que vous construisez sont des personnes qui vont être intéressées à renverser quelque chose tout de suite, c'est ce que vous allez obtenir. La dernière chose dont je voulais juste parler, je trouve ça très intéressant parce que nous en avons parlé, nous en avons beaucoup parlé. Nous avons discuté de la sélection de votre clientèle, mais le dernier point à considérer est le choix de vos canaux de distribution. Et pourquoi est-ce quelque chose à laquelle il faut penser ou pourquoi est-ce important pour un entrepreneur de le considérer? Donc, la plupart des gardiens, leur travail est de garder la porte fermée. Pour passer la porte, vous devez leur plaire. Votre style d'écriture s'adaptera au public cible de la Harvard Business Review, n'est-ce pas? Si vous avez un blog, vous pouvez écrire dans le style que vous voulez.
Lorsque vous choisissez la distribution, si vous voulez être à la radio, si vous voulez que vos produits soient vendus chez Walmart, tous ces choix déterminent ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Donc, lorsque nous voyons apparaître de nouvelles méthodes de distribution comme Kickstarter, comme les podcasts, différentes voies émergent parce que la distribution a changé ce que nous étions en mesure de dire et comment nous étions en mesure de vendre des choses. Si vous voulez, tout d'abord, juste pour que tout le monde écoute, This is Strategy est disponible le 22 octobre. Il sera donc disponible au moment de la diffusion de ce podcast. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'émission, là où vous vous procurez habituellement des livres. Avez-vous d'autres endroits où diriger les gens pour votre livre, comme un site web ou des réseaux sociaux, ou seulement Amazon? Donc, si vous allez sur setstopblog.com/TIS, vous trouverez une page avec des vidéos et des trucs, des extras que j'ai inventés. Le 22e, nous organisons une rencontre mondiale dans des centaines de villes à travers le monde en personne. Si vous écoutez ceci le matin du 22, vous pouvez le trouver. En général, j'espère que les gens feront en sorte que si vous n'achetez pas le livre, ça me convienne. Ce que j'espère, c'est que les gens en parleront. Trouvez 2 ou 3 personnes et ayez une conversation sur la stratégie, parce que si vous en parlez, vous serez en mesure de faire de meilleures choses. Si vous vouliez que le public retienne une seule chose de ce travail, de ce livre et rien d'autre, quelle serait cette chose? Votre pouvoir est plus grand que vous ne le pensez, et il est tentant de penser que vous êtes une victime, mais si vous êtes capable d'écouter ceci, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas bloqué dans les embouteillages, vous faites partie du problème. Et vous avez la chance de voir le système et de l'améliorer.